C'était juste un père qui marchait tout seul dans un couloir d'hôpital quand il a entendu au loin la voix d'un enfant. Une petite fille qui n'avait pas plus de 10 ans chantait pour un milliardaire mourant. Ce qui s'est passé ensuite a révélé des secrets, rouvré de vieilles blessures et changé pour toujours la vie de tous ceux qui étaient là. Cette incroyable histoire, cette musique, ces souvenirs et ce voyage vers la rédemption commencent avec un abonnement à Spirituelles Histoires. Ton soutien nous aide à donner vie à d'autres histoires pleines de courage discret, de gentillesse inattendue et de seconde chance. Si cette histoire t'a touché, pense à faire une bonne action. Les couloirs du Langston Memorial Hospital avaient la particularité d'absorber les sons, le bourdonnement des néons, les bips lointains des moniteurs cardiaques, le bruit occasionnel des baskets d'une infirmière sur le linoléum ciré. Mais cette nuit-là, à 2h14 du matin pour être exact, Marc Durand a entendu quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Une voix. Pas une infirmière appelant les codes ou un médecin dictant des notes. Une voix d'enfant qui chantait. Il s'est figé devant la chambre 703, la suite privée de l'unité de soins intensifs où Walter Langston, autrefois l'un des plus puissants magnats de l'aviation américaine, gisait dans le coma. Marc n'était ni infirmier ni médecin, juste un technicien d'entretien. Il réparait les bouches d'aération, débouchait les canalisations, remplaçait les piles et les chariots d'urgence. Ce n'était pas glamour, mais c'était un boulot stable, prévisible, sûr, et Marc aimait la sécurité. Cela ne laissait aucune place au genre de perte qu'il avait connu autrefois. La voix se fit à nouveau entendre, douce et tremblante, mais claire. Quelque part au-delà de l'arc-en-ciel, le ciel est bleu. Marc se retourna lentement, suivant le son. Le couloir était faiblement éclairé par les lumières de nuit. Il passa devant des chambres vides, devant le poste des infirmières où personne n'était assis, devant le chariot d'un concierge avec une serpillière qui pendait. La voix l'attira comme un fil, puis il la vit, une petite fille, âgée d'à peine 10 ans, agenouillée à côté du lit de la chambre 703. La chambre de Walter Langston. Elle avait les cheveux bruns en bataille et portait une robe délavée de taille trop grande. Ses genoux étaient appuyés contre le sol car l'effroi. Ses mains reposaient doucement sur la couverture du vieil homme, comme pour ne pas le déranger. Sa voix tremblait sur la dernière ligne. Et les rêves que tu oses rêver deviennent vraiment réalité. Marc ne savait pas ce qui lui coupait le souffle, la beauté fragile de sa voix ou la ligne verte du moniteur cardiaque de Walter qui venait de faire un bond. Elle n'était pas censée être là. Aucun enfant ne devrait errer dans l'unité de soins intensifs à cette heure-là. Et pourtant, il ne bougeait pas. Elle non plus. Le moment s'étirait, suspendu dans un silence respectueux. Puis Walter Langston remua. Ses yeux s'ouvrirent à peine, mais indéniablement. Ses yeux s'ouvrirent à peine, mais indéniablement. Le vieil homme cligna des yeux une fois, sa main, frêle et tachetée de taches de foie, se souleva de la couverture et tâtonna dans l'air. Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent de peur. Marc s'avança. Il se dirigea vers le lit, attrapa doucement le poignet de Walter et le reposa sur le matelas. Les yeux du vieil homme se tournèrent vers lui. « Protège-la », murmura-t-il d'une voix aussi fragile que du papier. « Promets-moi. » Marc le fixa du regard. « Monsieur », mais les yeux de Walter avaient déjà commencé à se refermer. Le moniteur cardiaque se stabilisa. La machine continuait à battre à un rythme lent et obstiné. La fillette se tourna vers Marc. Son expression était alors à moitié pleine d'espoir, à moitié terrifiée. « Je ne voulais pas », balbutia-t-elle. Il s'agenouilla à côté d'elle, le carrelage froid sous ses genoux. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Léa » murmura-t-elle. « Maisie Moreau. »« Maisie » répéta Marc. « Où sont tes parents » Elle baissa les yeux. « Ils sont au paradis. » Marc sentit son cœur se serrer. Il reconnut ce regard vide dans ses yeux. C'était le même regard que sa fille de 6 ans, Chloé, avait eu le jour où le cercueil de sa mère avait été descendu dans la terre. C'était le regard d'un enfant qui essayait d'être courageux alors que le monde ne lui donnait aucune raison de l'être. « Où as-tu dormi » demanda-t-il. La voix de Maisie s'affaiblit. Derrière le garage des ambulances, il y a une bouche d'aération chaude là-bas. Il ferma brièvement les yeux. La bouche d'aération, bien sûr. Il avait senti une perte de chaleur provenant du système de climatisation du bâtiment la semaine dernière et n'avait pas pensé à vérifier. « Est-ce que quelqu'un te cherche ?» Elle secoua la tête. « Je ne crois pas. » Il regarda ses chaussures, en lambeaux, trempées par la bruine à l'extérieur. Puis il reporta son regard sur Walter, dont la poitrine se soulevait et s'abaissait sous le masque à oxygène. Que se passait-il ici? Ce n'était pas son boulot. Il réparait des trucs. Il ne recueillait pas d'enfants perdus. Mais bon, il y a 5 ans, il n'avait pas prévu de devenir père célibataire non plus. Il se leva et lui tendit la main. « Allez, dit-il doucement, on va te sortir de là. » Elle hésita. « Tu vas appeler la police ?» Finalement, répondit-il. « Mais d'abord, on va te trouver des vêtements secs et quelque chose de chaud à manger. » Léa glissa sa main dans la sienne. Elle était froide et fine comme celle d'un oiseau.
Alors qu'il sortait de la chambre 703, les doigts de Walter agitèrent une fois sous la couverture, comme pour donner son accord final. Ils passèrent devant le poste des infirmières. Mark ne savait pas encore ce qu'il dirait à la sécurité. Il espérait juste que son badge d'accès leur permettrait d'atteindre le niveau inférieur sans se faire remarquer. Léa était silencieuse, mais elle ne cessait de lui jeter des regards. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. « Parce que… » Il finit par dire « J'ai fait une promesse à une petite fille que je n'ai pas tenue. Je ne referai plus jamais ça. » Léa ne posa pas d'autres questions. Elle se contenta de serrer plus fort sa main. Lorsqu'ils arrivèrent à la sortie du parking souterrain, la pluie avait cessé, laissant place à un air nocturne froid et humide. Mark ouvrit la portière passager de sa vieille camionnette Ford et aida Léa à monter. Il jeta un dernier regard vers l'hôpital. Les fenêtres de la chambre 703 brillaient encore faiblement. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit allait tout changer. Pas seulement pour Maisie Moreau, mais aussi pour lui, pour Chloé et pour le milliardaire mourant qui avait enfin murmuré son dernier souhait. Et Marc Durand venait de dire oui. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Léa était assise, les genoux repliés contre sa poitrine, sur le siège passager du pick-up de Marc, enveloppé dans un sweat à capuche gris trop grand qu'il avait pris sur le siège arrière. Les manches recouvraient ses bras. La pluie tombait doucement sur le pare-brise embué, s'accrochant à la vitre comme un souffle retenu trop longtemps. Marc lui jetait des coups d'œil de temps en temps, observant la façon dont elle fixait la route. Pas comme quelqu'un qui s'attend à arriver quelque part, mais comme quelqu'un qui avait cessé de croire aux destinations. « T'as faim ?» demanda-t-il. Léa acquiesça. « J'ai du beurre de cacahuète et des crackers à la maison. C'est pas terrible, mais ça te calmera. » Elle acquiesça à nouveau, puis hésita. « Ta fille est gentille ?» Cette question le prit au dépourvu. « Chloé ? Oui, c'est sa prénom. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux dans ma vie. » Léa ne sourit pas, mais quelque chose dans son visage s'adoucit. Elle a de la chance. « Non, » dit Marc d'une voix presque trop basse. « C'est moi qui ai de la chance. » Sa maison n'était pas grande. Une petite maison de plain pied à louer à la périphérie de la ville. La lumière du porche clignotait. La pelouse avait besoin d'être tondue et la porte d'entrée coincée si on ne la soulevait pas juste comme il fallait. Mais il faisait chaud et ça sentait la cannelle grâce au désodorisant que Chloé avait insisté pour coller près des bouches d'aération du radiateur. Le salon était en désordre, jonché de livres pour enfants, d'une Barbie sans chaussettes et d'un éléphant en peluche qui n'avait qu'une oreille. Chloé, encore réveillée, était assise en tailleur sur le canapé, vêtue d'un pyjama dépareillé, un livre d'images sur les étoiles à la main. Quand elle vit Marc entrer avec une petite fille inconnue derrière lui, ses yeux s'écarquillèrent. Papa Marc s'écarta. « Voici Léa, elle reste avec nous ce soir. » Chloé cligna des yeux. Puis, à la grande surprise de Marc, elle sauta par terre et se dirigea droit vers Léa. « Tu veux dormir dans ma chambre ?» demanda-t-elle. « J'ai des étoiles qui brillent dans le noir au plafond. Et tu peux choisir de quel côté du lit tu veux dormir ?» Léa hésita, puis acquiesça d'un petit signe de tête. « D'accord, » dit Chloé avec un sourire. « Mais je te préviens, je donne des coups de pied quand je dors. » Marc resta figé, la gorge serrée. Sa petite fille, qui avait autrefois refusé de prêter ses crayons à une petite voisine, offrait la moitié de son lit à une parfaite inconnue. Peut-être que les enfants voyaient ce que les adultes avaient oublié de chercher. Après avoir mangé, une fois les filles endormies, Marc se tint dans l'embrasure de la porte de la chambre de Chloé. Les deux filles étaient blotties sous la même couette. Le bras de Maisie était jeté en travers du ventre de Chloé, comme une bouée de sauvetage. Dans la pâle lueur des étoiles au plafond, Marc vit le visage de Maisie se détendre pour la première fois depuis qu'elle avait parlé à l'hôpital. Elle avait l'air en sécurité. Il se dirigea silencieusement vers la cuisine, se servit une tasse de déca et s'assit à table. Le silence de la maison l'enveloppa, mais son esprit refusait de se reposer. Il repensa à Walter Langston au moment où le vieil homme avait ouvert les yeux à ces mots « Protégez-la, promettez-le-moi ». Ce n'était pas juste le délire d'un mourant. Quelque chose s'était passé quand cette fille avait chanté. Quelque chose de réel. Et maintenant, elle était endormie dans le lit de sa fille. Il ne savait pas qui était vraiment Maisie Moreau, d'où elle venait, ni quelle blessure elle portait derrière ses grands yeux hantés. Mais il savait une chose, elle était seule et elle ne survivrait pas longtemps si le monde continuait à tourner comme avant. Le lendemain matin, Marc s'est fait porter malade. C'était la première fois en 3 ans qu'il utilisait cette excuse. Il a donné des pancakes aux filles et les a regardées faire des grimaces autour de leur jus d'orange. Léa était toujours silencieuse, mais Chloé remplissait le silence de blagues, de questions et d'imitations spontanées de personnages de dessins animés. Léa ne riait jamais aux éclats, mais ses yeux brillaient de plus en plus à chaque heure qui passait. Ce n'est qu'après le petit déjeuner, alors qu'il pliait le linge dans le couloir, que Marc remarqua quelque chose.
Léa fixait un cadre photo sur l'étagère. C'était la seule photo qu'il avait gardée de l'époque, une photo prise sur le vif de sa femme, Anna, tenant la petite Chloé dans un champ de tournesol. « Elle était belle », dit Léa doucement. Marc se retourna, surpris. Léa leva les yeux. « Elle est au paradis, elle aussi ?»« Oui », répondit Marc. Sa voix se brisa un instant. Elle était décédée quand Chloé n'avait que 3 ans. Léa hocha la tête comme si cela expliquait tout. Puis elle dit « Ma maman m'a dit, le paradis est au-dessus des nuages. C'est pour ça que je chante. Je me dis que si je chante assez fort, peut-être qu'elle m'entendra. » Marc s'assit par terre à côté d'elle. Le panier à linge bascula légèrement, laissant échapper des chaussettes. « Tu crois que ça marche ?» demanda-t-il. Léa haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais ça m'aide à me sentir moins... disparu. » Ce mot, disparu. Comme si elle croyait qu'elle avait disparu du monde et que personne ne l'avait remarqué. Il la regarda, vraiment la regarda, et vit non seulement une petite fille fragile, mais une âme qui essayait de se maintenir à flot avec des chansons et des berceuses à moitié oubliées. « Tu n'es pas parti, » dit Marc. « Plus maintenant. » Plus tard dans la journée, il appela le docteur L. Marlowe. Elle fut surprise de l'entendre. « Tu n'as pas d'ennui, » dit-elle après qu'il lui eut expliqué. « Mais tu dois signaler ça à la police. »« Je sais, » répondit Marc. « Je le ferai. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien d'abord. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis cette petite fille le sauva. « Marc, tu veux dire Monsieur Langston ?» Il était presque parti. On était prêts à le laisser partir. Mais après qu'elle ait chanté, il s'est stabilisé. Ses signes vitaux ont rebondi. Ce n'était pas seulement médical, c'était autre chose. Marc n'a pas répondu. Il ne trouvait pas les mots pour décrire ce qu'il avait ressenti. « Faites-la venir pour un bilan de santé », a ajouté le docteur Marlowe. « Pas de paperasse pour l'instant, juste un coup d'œil. Merci Marc. » Elle fit une nouvelle pause. « Marc, fais attention. Si Graham Langston apprend qu'il y a un enfant sur la photo, surtout un enfant qui a réagi à Walter, il ne le prendra pas bien. » Compris. Il raccrocha et regarda les filles qui jouaient avec des craies sur le trottoir. Chloé dessinait un soleil. Léa dessinait des nuages. Et dans le coin, au-dessus, on devinait une femme avec des ailes. Le lundi matin, les grosses titres avaient déjà commencé à circuler. Un enfant mystérieux lié à la famille Langston, un milliardaire malade, dément les rumeurs d'un transport aérien secret. Le personnel hospitalier est sous le choc après avoir vu une vidéo d'une rencontre dans l'unité de soins intensifs. Marc n'a pas eu besoin de lire les articles pour sentir le changement. Les infirmières dans le couloir parlaient à voix basse. Les aides-soignants qui le saluaient avant avec un signe de tête détournaient maintenant le regard. Même le concierge, un vétéran du Vietnam nommé Curtis, qui prenait un café avec lui pendant ses gardes de nuit, évitait son regard. Il savait pourquoi. Léa, quelqu'un les avait vus. Même le concierge, un vétéran du Vietnam nommé Curtis, qui partageait son café avec lui pendant ses gardes de nuit, osait à peine le regarder dans les yeux. Il savait pourquoi. Léa, quelqu'un les avait vus ou avait peut-être entendu Walter parler. Et maintenant, les gens en parlaient. Walter Langston était encore en vie, mais à peine. Ses médecins décrivaient son état comme provisoirement stabilisé. Mais il n'avait pas repris la parole depuis cette nuit-là. Il n'avait pas ouvert les yeux. C'était comme si son âme avait refait surface juste assez longtemps pour demander une chose. Que quelqu'un protège la fille qu'il avait ramenée de l'autre côté. Et maintenant, cette personne était Marc Durand. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Élise Marlowe en regardant Marc par-dessus le bord de sa tasse de café dans la salle de pause de l'hôpital. Elle avait vu Léa 2 jours auparavant, lui avait fait passer un examen médical complet et signé une autorisation temporaire pour éviter que les services de protection de l'enfance ne s'en mêlent pour le moment. Élise n'était pas seulement une brillante cardiologue. Elle était aussi veuve, une mère qui connaissait la fragilité du deuil. Cela donnait du poids à ses paroles. Marc se frotta la mâchoire. « Non, je ne suis sûr de rien. Mais elle dort toute la nuit, elle mange, elle rit. Je n'ai pas vu un enfant changer aussi vite depuis que Chloé a prononcé sa première phrase complète la semaine après la mort de sa mère. » Élise baissa la voix. « Tu sais comment ça apparaît aux yeux des autres, n'est-ce pas? Elle n'est pas une arnaqueuse, je le sais, tu le sais. Mais la presse, Graham Langston, ils vont la transformer en tragédie de tabloïd s'ils apprennent où elle est. » Marc se cala dans son fauteuil, le bois craquant. « J'ai donné ma parole à Walter. Ça doit compter pour quelque chose. » Élise l'observa longuement, puis lui adressa un sourire lent et entendu. « Oui, ça compte. Pour des gens comme nous, ça compte toujours. » Ce soir-là, Chloé posa une question à Marc avant de se coucher, une question à laquelle il n'était pas préparé. « Papa, Léa va vivre avec nous pour toujours ?» Il leva les yeux du livre d'histoire qu'il tenait sur ses genoux. Léa était déjà endormie, recroquevillée dans un sac de couchage à côté du lit de Chloé. Une nouvelle brosse à dents était posée sur le comptoir de la salle de bain. Une paire de baskets données séchait près du radiateur. Le genre de petits signes qui, avec le temps, contribuent à créer un sentiment d'appartenance. « Je ne sais pas encore », répondit Marc.
Chloé fronça les sourcils. « Est-ce que je vais devoir te partager pour toujours, toi aussi ?» Marc ferma le livre et repoussa les cheveux de sa fille derrière son oreille. « J'ai assez d'amour pour vous deux, ma puce, » dit-il doucement. « Ce n'est pas quelque chose qui s'épuise. » Chloé cligna des yeux. Mais si elle doit partir? Comme maman, son cœur se serra. Il n'avait pas de bonne réponse, seulement une vérité honnête, même si elle n'était pas réconfortante. « J'espère que non, » dit-il. « Mais même si elle part, elle ne sera pas loin. Pas loin de nous, pas vraiment. » Chloé sembla accepter ça pour l'instant. Elle se retourna et remonta la couverture jusqu'à son menton. « Je crois qu'elle chante comme le bruit des étoiles, » dit Marc avant de marquer une pause. « Oui, » répondit-il doucement. « Moi aussi. » 2 jours plus tard, Graham Langston fit son apparition. Pas de presse, pas d'entourage, juste un manteau noir sur mesure, une barbe argentée bien taillée et des yeux comme de l'acier poli. Il ne se présenta pas. Il n'en avait pas besoin. « Je veux te parler, » dit-il à Marc dans le local d'entretien de l'hôpital. Marc posa lentement son bloc-notes. « À propos de quoi ? À propos de ce que tu caches. » Ce choix de mots frappa Marc comme une gifle. C'est une enfant. Le ton de Graham était calme, presque clinique. Elle est un boulet. Mon frère est en train de mourir. Son héritage est fragile. Et si la presse met la main sur une histoire à dormir debout à propos d'une fugueuse qui a guéri un coma avec une berceuse, Langston Arrow en souffrira. Marc croisa les bras. Walter a été très clair. Walter n'a plus toute sa tête, dit Graham d'un ton neutre. Il n'a pas signé de document valide depuis des mois. Il en a signé un il y a 3 jours, en présence du docteur Marlowe, me désignant comme tuteur temporaire de Maisie. C'était du bluff à la limite de la légalité et totalement informel. Mais Graham ne cligna pas des yeux. Alors je te suggère de reconsidérer ta décision avant que cela ne devienne une affaire judiciaire. De quoi me menaces-tu exactement ? Demanda Marc d'une voix basse. Graham sourit. C'était le genre de sourire qui n'atteignait pas les yeux. Je ne te menace pas, je te propose une issue, de l'argent, assez pour que ta fille n'ait plus jamais à partager ton affection. Et voilà, la partie que Marc détestait le plus, l'hypothèse que tout et tout le monde avait un prix. Ce soir-là, Marc raconta à Élise ce qui s'était passé. Ils s'assirent dans son bureau après le travail. La porte était fermée, les stores baissés. « Il m'a proposé de l'argent, » dit Marc. « Il a dit que je pouvais partir. Qu'est-ce que tu as répondu ? Je lui ai dit d'aller se faire voir. » Élise ne rit pas, mais ses yeux se réchauffèrent d'approbation. « Tu sais qu'il ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas ?» dit-elle. La seule raison pour laquelle Graham Langston n'a pas demandé d'injonction, c'est parce qu'il essaie de garder ça secret. Mais plus Walter s'accrochera à la vie, plus il deviendra désespéré. Marc regarda par la fenêtre où une rafale de vent agitait les branches nues à l'extérieur. « Je n'ai jamais été un héros, Élise. Je suis juste un mec qui essaye de tenir une promesse. » Elle se leva et s'approcha de lui, la voix douce. « Alors sois le genre d'homme qui montre que les promesses comptent encore. » De retour à la maison, Marc trouva Léa sur la terrasse arrière, le regard fixé vers le ciel. Chloé dormait déjà. Il s'assit à côté d'elle. Les marches en bois craquaient sous son poids. « J'ai entendu parler de l'homme qui est venu aujourd'hui, » dit Léa sans se retourner. « Chloé t'en a parlé ?» Léa secoua la tête. « Je sais juste quel regard tu as quand quelqu'un essaye de te prendre quelque chose. » Marc expira. « Il ne te prendra pas. » Léa hésita. « Et si je rate tout ? Et si je fais quelque chose de mal et que tu ne veux plus me protéger ?» Il se tourna vers elle. La lumière de la véranda projetait de douces ombres sur son visage. « Léa, ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est qui tu es. Et je ne te protège pas parce que tu as chanté. Je te protège parce que quelqu'un aurait dû le faire depuis longtemps. » Léa le regarda enfin. « Je crois que Walter le savait. C'est pour ça qu'il t'a choisi. » Marc déglutit péniblement. « J'espère que je suis à la hauteur. » Léa appuya sa tête contre son épaule. « Tu l'es. » L'enveloppe arriva 3 jours plus tard. Blanche, sans expéditeur. Remise en main propre à la porte d'entrée. À l'intérieur, il y avait une seule photo, floue mais reconnaissable entre toutes. Marc, Léa et Chloé faisaient la queue au restaurant du coin après la messe dimanche. Léa tenait une tasse de chocolat chaud. Chloé souriait. La main de Marc reposait doucement sur leurs épaules. Derrière la photo, il y avait une note dactylographiée. « Ne la laissez pas apparaître en public. Il n'y aura pas de deuxième avertissement. Pas de signature, pas de menace, juste des faits. » Marc la fixa longuement. Ses doigts se crispèrent autour du papier, mais il ne le déchira pas. Il n'avait pas besoin d'une signature pour savoir qui l'avait envoyé. À l'hôpital, l'ambiance se refroidit. L'un des cadres supérieurs, un homme pour qui Marc avait réparé des thermostats pendant 3 hivers d'affilée, cessa soudainement de lui répondre bonjour. Les rotations d'équipe changèrent sans préavis. Marc se retrouva affecté à des services moins critiques, des endroits où la sécurité était moins importante, selon les dires du superviseur. Même Curtis, le concierge, qui lui avait déjà apporté des beignets en cachette le vendredi matin, se contentait désormais d'un signe de tête. Rien de tout cela n'était officiel. Il n'y avait aucune plainte écrite,
mais Mark pouvait le sentir comme un courant d'air dans une pièce fermée. L'emprise de Graham Langston grandissait. Léa, de son côté, ne remarquait pas grand-chose. Elle était trop occupée à être une enfant de 10 ans. En l'espace d'une semaine, elle avait appris à faire du vélo avec le vieux vélo de Chloé, avait aidé à préparer des muffins aux myrtilles, avait brûlé mais réussi à manger des muffins, et avait inventé un jeu pour s'endormir appelé Cloud Catchers, les chasseurs de nuages, où Chloé et elle décrivaient à tour de rôle le goût des nuages si c'était des desserts. « Le mien a le goût de barbe à papa au citron », criait Chloé. « Le mien a le goût de neige à la vanille », répondait Léa. Et chaque soir, avant d'éteindre la lumière, Léa murmurait une douce mélodie. Jamais 2 fois la même, toujours juste assez fort pour toucher l'air. Ce n'était pas une performance, c'était une prière. Mais Mark remarqua aussi autre chose. Léa avait commencé à vérifier les serrures 2 fois avant d'aller se coucher. Elle gardait ses chaussures près de la porte. Et une fois, lorsque Chloé fit une crise parce qu'elle ne voulait pas partager sa brosse à cheveux, Léa recula comme si elle s'attendait à être frappée. Mark s'agenouilla à côté d'elle plus tard et lui prit doucement les mains. « Personne ne te fera jamais de mal, dit-il. Personne ici ne te fera jamais de mal, lui dit-il. Léa ne pleura pas. Elle se contenta de hocher la tête. Elle ne savait pas encore comment faire confiance à la sécurité lorsqu'elle se présentait sans y être invitée. À l'hôpital, Walter Langston était toujours inconscient. Son cœur battait régulièrement, mais son EEG ne montrait que peu de changements. Élise lui rendait visite tous les jours, ajustait ses médicaments, vérifiait ses dossiers. Aucun progrès majeur, aucun recul. C'est comme s'il attendait quelque chose, dit-elle à Mark un soir ou quelqu'un, répondit-il. Elle l'observa un instant, le visage adouci. Tu sais, tous les hommes n'auraient pas fait ce que tu as fait. Accueillir une enfant que tu ne connaissais pas, prendre autant de risques. Je ne l'ai pas fait pour être noble. Non, tu ne l'as pas fait, dit-elle. C'est pour ça que c'est important. Puis vint la presse. Un journaliste d'un blog tabloïd coinça Mark dans le parking de l'hôpital un matin. Monsieur Durand, souhaitez-vous faire un commentaire sur l'enfant qui chantait à côté du lit de Walter Langston la nuit où il s'est réveillé? Je n'ai aucun commentaire à faire. Est-elle une héritière Langston? Aucun commentaire. Est-il vrai que vous êtes payé pour la faire taire? Mark serra les mâchoires. Il ne répondit pas. Ce soir-là, il installa une nouvelle chaîne de sécurité sur la porte d'entrée et une caméra de surveillance au-dessus du porche, au cas où. Au dîner, Chloé posa une question qui fit l'effet d'une bombe dans la poitrine de Mark. « Est-ce que Léa va être emmenée ?» Léa se figea en plein repas. Mark posa sa fourchette. « Non, personne n'a emmené personne. Mais quelqu'un à l'école a dit « Peu importe ce qu'ils ont dit », l'interrompit Mark. « Vous êtes en sécurité toutes les deux, c'est tout ce qui compte. » Léa repoussa son assiette. « C'est toujours ce qu'ils disent jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. » Mark se tourna vers elle, la voix calme mais ferme. « Je ne changerai pas d'avis. Tu vis ici maintenant. C'est chez toi ici. » Léa ne répondit pas, mais Chloé tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Plus tard dans la soirée, après que les filles se furent endormies, Mark se retrouva dans la cuisine avec Élise. Elle était passée après son service sous prétexte de déposer les vitamines des enfants de la clinique. « Graham ne va pas abandonner, » dit Mark. « Il ne fait que commencer. Je sais. Il essaie de me faire passer pour une personne instable, irresponsable, comme si je mettais ma propre fille en danger. Et est-ce que c'est le cas, Élise ?» demanda-t-elle doucement. « Non, sinon il ne peut pas gagner. Pas si tu restes sur tes positions. » Mark s'appuya contre le comptoir, les épaules tendues. « Et s'ils appellent les services sociaux? Et si quelqu'un dépose une plainte anonyme et qu'ils viennent frapper à ta porte? Tu leur montreras la vérité. » Il leva les yeux. « Tu crois vraiment que ça suffira? »« Oui, » répondit-elle, « parce que j'ai vu la façon dont cette fille te regarde. Et surtout, j'ai vu comment elle a cessé de se regarder comme si elle n'avait aucune importance. » Mark ferma les yeux. Tout ce qu'il avait fait, c'était faire une promesse et la tenir. Mais peut-être, juste peut-être, que ça suffisait pour commencer à changer le monde pour quelqu'un comme Léa. Dehors, la pluie commença à tomber légèrement et régulièrement. Léa était assise sous le porche, le dos appuyé contre le mur, un cahier ouvert sur les genoux. Elle ne leva pas les yeux lorsque Mark sortit. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « J'écris. Et les chansons? Je veux m'en souvenir. Pour le cas où tu sais, si jamais j'oublie qui je suis. » Mark s'agenouilla à côté d'elle. « Tu veux que je t'aide à te souvenir ?» Léa le regarda. « Vraiment? » « Non, » dit-elle en souriant faiblement. « Je crois que je commence à me souvenir toute seule. C'était un mardi matin lorsque la musique s'est arrêtée. Pas les mélodies de fond qui remplissaient la cuisine de Mark. Celle-ci continuait à jouer des ballades acoustiques douces et de vieux tubes de Motown que Chloé considérait comme de la musique joyeuse. Même le fredonnement de Maisie, qui faisait désormais partie intégrante de la maison au même titre que l'odeur de cannelle ou le doux murmure des marches de l'entrée, s'était arrêté. Non, ce silence était différent.
Il avait suivi l'appel du conseiller scolaire. Il avait suivi le silence total de Léa. Il l'avait inscrite sous son nom complet, Léa Moreau, pour que ce soit simple, discret, pour ne pas attirer l'attention. Élise s'était portée garante de son dossier médical. Marc avait pris un congé sans solde pour assister à toutes les réunions. Ils avaient tout fait dans les règles, ou du moins le croyaient-ils, jusqu'à ce que le téléphone sonne à 10h42. « Monsieur Durand », dit la voix au bout du fil, « il y a eu un incident. » Il la trouva dans l'infirmerie, assise raide sur le banc en vinyle, les yeux vides. Une égratignure lui barrait la joue. La sangle de son sac à dos était déchirée. Chloé était assise à côté d'elle, lui tenant la main, le visage rouge d'avoir pleuré. Le conseiller leur a expliqué avec soin ce qui s'était passé. Un groupe d'élèves plus âgés l'avait reconnu grâce à une photo qui circulait sur Internet. L'un d'eux l'avait coincé pendant la récréation, l'accusant d'être une fausse haïsse et une menteuse. Un autre enfant l'avait bousculée. Elle était tombée et s'était cognée le visage contre le grillage. Les mots étaient cliniques, contrôlés. Mais les mains de Marc se sont crispées en poing sous la table. De retour à la maison, Léa n'a rien dit. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement assise sur le bord du canapé, les mains jointes sur les genoux, comme si elle essayait de ne pas prendre de place, comme si l'endroit le plus sûr au monde était de disparaître. Chloé lui apporta une tasse de cacao. Léa n'y toucha pas. Elle ne mangea pas non plus. À l'heure du coucher, elle se glissa sous sa couverture sans se brosser les dents, sans chanter une chanson, sans faire un bruit. Marc était assis dans la cuisine, la tête baissée, les coudes sur la table. Élise était assise en face de lui. Elle était venue dès qu'il l'avait appelée. « Elle ne veut pas parler, dit-il. Même pas à Chloé. Elle s'est refermée sur elle-même, dit Élise doucement. C'est un mécanisme de défense face au traumatisme. Elle avait fait tellement de progrès. Je croyais qu'elle était en sécurité maintenant. Elle l'est, dit Élise doucement. Mais les traumatismes ne sont pas linéaires. La guérison n'est pas un chemin tout tracé. C'était un revers, pas la fin. Elle m'a regardé sans me voir, Élise, comme si je n'étais même pas là. Elle te voit, a dit Élise. Mais en ce moment, elle voit autre chose plus clairement, ce que le monde lui a fait autrefois. Elle se souvient. Marc s'est frotté le visage, épuisé. « Je veux arranger ça. Je ne sais pas comment. Tu ne peux pas arranger ça, dit-elle. Mais tu peux t'asseoir avec elle dans le silence jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour revenir. » Cette nuit-là, Marc étendit une couverture pliée au pied du lit de Maisie. Il n'essaya pas de parler. Il ne posa pas de questions. Il s'assit simplement sur la chaise près de la fenêtre et attendit. 1 heure passa, puis une autre. Vers minuit, Chloé entra en traînant les pieds, les yeux endormis. « Elle ne veut toujours pas parler », demanda-t-elle. Marc secoua la tête. Chloé se glissa sous la couverture à côté de Léa, posa une petite main sur la sienne et murmura « Tu es toujours là. Ça veut dire que le monde n'a pas gagné. » Léa n'a rien dit, mais elle a serré la main de Chloé. Le lendemain matin, Marc a appelé l'école et a retiré les 2 filles pour quelques jours. Il a fait des crêpes avec des myrtilles et plein de sirop. Léa regardait la sienne. Chloé mangeait sans rien dire. À midi, elles étaient assises sur une couverture de pique-nique dans le jardin. Le soleil brillait. Marc a sorti une vieille guitare qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il a gratté un accord, un peu rouillé, puis un autre. « Ta mère jouait ça », a-t-il dit. Il a continué à jouer. Le soleil était sorti. Marc sortit une vieille guitare qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il gratta un accord, maladroitement, puis un autre. « Ta maman, dit-il, jouait ça. » Il joua quelques mesures de « You are my sunshine ». Sa voix se brisa au 2e couplet. Il leva les yeux. Léa ne pleurait pas, mais elle écoutait. « Parfois, dit-il, quand je ne pouvais pas parler après son décès, je jouais ça. Ça m'aidait. » Il lui tendit la guitare. Elle secoua lentement la tête, mais sa main s'attarda un instant sur le manche, juste assez pour sentir les cordes. Ce soir-là, après que Chloé se fut endormie, Marc trouva Léa assise sur la balancelle de la véranda. Elle tenait son cahier, mais il était fermé. Il s'assit à côté d'elle et regarda le ciel passer de l'orange au bleu puis au noir. Elle finit par parler. Sa voix n'était qu'un murmure. « Ils ont dit que je faisais semblant, que les gens comme moi n'ont pas leur place dans des endroits comme ça. » Marc serra les mâchoires. Ils avaient tort. Léa leva les yeux vers lui. Je les ai crus pendant un instant. Il déglutit. Puis elle resta silencieuse pendant un long moment. « Je ne sais pas encore. Ce n'est pas grave, dit-il. Tu n'as pas besoin d'être sûre aujourd'hui. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je ne pouvais pas chanter. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. Ce n'est pas grave non plus. » Elle cligna des yeux. « Mais si ça ne revient jamais ?» Marc se pencha vers elle et posa doucement sa main sur la sienne. « On trouvera un autre moyen de te faire entendre. » Léa fixa leurs mains. Puis elle posa sa tête contre son épaule et pour la première fois depuis 2 jours, sa respiration redevint régulière. Plus tard dans la semaine, pendant que Chloé faisait la sieste et que Marc réparait la clôture arrière, il entendit quelque chose.
un bruit venant de la chambre de Maisie. Ce n'était pas un chant, ni un fredonnement, c'était doux, incomplet, à peine un murmure de mélodie. Mais c'était de la musique. Et c'était la sienne. La première chose que Léa demanda lorsque sa voix revint, ce fut son cahier. Elle ne dit pas grand-chose, préférant rester silencieuse tant que le silence lui offrait une sécurité. Mais la façon dont elle manipulait le cahier à spirale usée en disait plus long que les mots. Elle l'emportait partout avec elle, griffonnait dedans pendant que Chloé lisait à côté d'elle, dessinait des falaises dans les marges pendant que Marc préparait le dîner, dessinait des nuages, des étoiles et des silhouettes d'avions en papier. Sur une page, Marc aperçut une seule ligne écrite en cursive soignée. « Le ciel ne tombe pas. Les gens ont juste oublié comment lever les yeux. » Il la fixa plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Plus tard dans la semaine, Élise invita Marc à la rejoindre aux archives de la Fondation Langston officiellement pour une inspection de routine des installations. En réalité, elle avait obtenu un accès temporaire à un étage réservé sous prétexte de préparer le dossier médical de Walter pour l'équipe juridique du conseil d'administration. Mais elle avait une autre raison. Je pense qu'il y a plus derrière l'accident qui a coûté la vie à la famille de Walter que ce que tout le monde dit. Elle lui a dit « Tu penses que Graham était impliqué ?» demanda Marc. « Je pense que Graham a nettoyé après quelque chose, et je pense que Walter le savait. Ils se sont rencontrés juste après la fermeture. Les archives étaient cachées sous le campus Langston, un labyrinthe climatisé de placards, de boîtes et de serveurs qui ronronnaient derrière des vitres verrouillées. » Élise conduisit Marc dans un couloir étroit, marqué « Opération 2015-2022 ». Elle sortit un dossier intitulé « Incident du vol 715, examen préliminaire ». Marc feuilleta les registres d'entretien, les transcriptions et les emails expurgés. Puis il le trouva. Une note datée de 6 semaines avant le crash, adressée par Graham Langston à la division sécurité d'Aerero. Objet. Proposition de réduction des coûts des systèmes de redondance du carburant de secours. Nous recommandons une réévaluation immédiate des systèmes de secours secondaires pour la flotte moyenne courrier de Langston Arrow. Si les mesures de réduction des coûts sont maintenues, les prévisions de revenus trimestriels seront revues à la baisse. Décision en attente. Décision en attente. À côté, il y avait une signature, à peine visible, mais indubitable. Le fils de Walter, Daniel Langston, avait piloté ce vol. Sa femme et sa fille étaient à bord. Tous les trois étaient morts dans le crash. « Bon sang », marmonna Marc. Élise regarda par-dessus son épaule. « Ce document n'était pas censé être vu, dit-elle, parce que c'est une preuve irréfutable, parce que c'est une trahison. » Marc se rassit, le cœur battant à tout rompre. Walter ne voulait pas seulement protéger Léa, il voulait que la vérité soit connue. Cette fille l'avait ramenée du bord du gouffre, dit Élise doucement. Elle a mis le feu aux poudres sous une histoire que quelqu'un a essayé d'enterrer, et Graham essaie toujours de l'étouffer. Élise croisa son regard. On doit décider de ce qu'on va faire de ça. Ils rentrèrent tard à la maison. Léa et Chloé étaient déjà endormies, blotties l'une contre l'autre comme si elles n'avaient jamais connu un monde sans l'autre. Marc s'assit sous le porche, le dossier sur les genoux, tandis que la nuit s'intensifiait. Il repensa à la voix de Walter, à sa voix rauque cette nuit-là. « Protège-la, promets-moi ». À ce moment-là, il avait pensé qu'il s'agissait de sécurité. Maintenant, il comprenait qu'il s'agissait de son héritage. Walter ne voyait pas Léa comme une enfant dans le besoin. Il voyait en elle une lumière dans l'obscurité, la preuve que la beauté pouvait survivre après la fin du monde. Et Marc avait promis de protéger cette lumière. Le lendemain matin, la sonnette retentit à Ador 3. Sur le porche se tenait un coursier en blazer bleu marine, tenant une enveloppe marquée « Urgent et confidentiel ». Marc signa, ferma la porte, l'ouvrit et découvrit une lettre officielle. Langston Arrow Internal Affairs Committee, demandant une déposition complète concernant la mineure connue sous le nom de Léa Moreau et ses contacts avec Walter Langston avant son hospitalisation. En bref, il voulait tout savoir. Son implication, la présence d'Élise et de Maisie aux soins intensifs. Chaque détail documenté et soumis dans les 5 jours ouvrables. Sous la lettre, il y avait une ligne tapée en petits caractères stériles. Tout manquement à cette obligation pourrait entraîner une intervention judiciaire. Marc n'en a pas parlé aux filles. Au lieu de ça, il les a emmenées dans 2 villes voisines où personne ne les connaissait et leur a acheté une glace pour le déjeuner. Elles ont visité un zoo pour enfants. Elles ont nourri des chèvres et ont baptisé un mouton Walter. Chloé a dessiné un poney et Léa dessina des oiseaux au dos d'une serviette en papier. Pendant un instant, ils eurent l'impression d'être juste une famille. Pas de procès, pas de milliardaires, pas de guerre d'héritage, juste 3 âmes s'accrochant à la joie partout où elles pouvaient la trouver. Ce soir-là, Marc se tenait dans la cuisine avec Élise, le dossier entre eux. « Ils viennent la chercher », dit-il doucement. « Ils ne peuvent pas simplement la prendre. Ils n'ont pas besoin de la prendre. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de me faire suffisamment peur
pour que je la leur donne. Élise baissa les yeux, puis les releva vers lui. « Alors, n'aie pas peur, je suis père, dit-il. La peur fait partie du métier. Alors aie peur, mais fais-le quand même. » Marc eut un petit rire. « Tu sais toujours quoi dire. »« Non, » répondit Élise. « Je me souviens juste de ce que j'ai ressenti quand j'ai perdu ma fille et combien de temps j'ai attendu que quelqu'un me le dise. Le silence entre eux était plus profond que du réconfort. C'était comme de la compréhension. Ce soir-là, Léa s'approcha de Marc alors qu'il pliait le linge. Elle serrait son cahier contre sa poitrine. Je me souviens d'une chose qu'elle a dite à voix basse. Marc leva les yeux. La nuit où l'avion s'est écrasé. Je n'étais pas là, mais maman pleurait dans la cuisine. Elle avait mis le téléphone sur haut-parleur. Marc s'assit à côté d'elle, mais il ne cligna pas des yeux. Elle dit « Tu leur as dit de couper le système, Graham. Tu as coupé le système. » Puis elle m'a regardé et m'a dit « Ne laisse jamais les gens te rabaisser, Léa. Ne les laisse jamais te voler ta chanson. » Marc a eu le souffle coupé. « Tu crois qu'elle savait que ça allait arriver ?» Léa a secoué la tête. Je pense qu'elle savait déjà que c'était arrivé. Il lui a tenu la main doucement. « Tu te souviens encore de sa voix ?» Léa acquiesça. Alors elle n'est pas partie. Léa sourit. Un petit sourire fatigué, mais réel. Et pour la première fois depuis des semaines, Marc sentit quelque chose changer. Pas seulement de l'espoir, mais du courage. Le genre de courage qui vient du fait de savoir que tu ne fuis plus la tempête, mais que tu marches droit vers elle main dans la main avec quelqu'un qui croit en toi. La camionnette arriva juste après la sortie des classes. C'était un Sprinter gris ordinaire, propre, sans inscription, du genre utilisé pour les traiteurs ou les groupes religieux. Rien ne laissait présager un danger. Rien, sauf la façon dont il attendait au fond du parking, moteur tournant, vitrée fermée. Léa ne l'a pas vu arriver. 1 minute avant, elle marchait à côté de Chloé, bavardant à propos de son dessin qui avait remporté le premier prix du salon d'art. L'instant d'après, quelqu'un avec une casquette noire est sorti de derrière le van, l'a appelé par son nom et s'est approché. Chloé a crié. Le cahier de Mézy est tombé sur le bitume. Et en un clin d'œil, elle avait disparu. Marc est arrivé à l'école en courant à toute vitesse. Le directeur a essayé de l'arrêter à l'entrée, mais il l'a bousculé. Élise était déjà là, toujours en blouse, le visage pâle, la rage gravée sur chaque trait. Chloé l'a vu. Elle a dit, la voix serrée. Elle a essayé de s'accrocher au bras de Mézy, mais l'homme l'a repoussé. Qui était-ce? La voix de Marc était rauque. Ils ne savent pas encore. Pas de plaque d'immatriculation. Aucun témoin n'a pu bien voir. Les caméras de l'école étaient hors service. Hors service, répéta Marc, comme si ce mot était empoisonné. Les policiers passaient le parking au peigne fin. Chloé était assise sur une chaise, enveloppée dans une couverture de survie, ses petites mains tremblantes. Marc s'accroupit devant elle. « Ma chérie, ça va ?»« Elle est partie, » murmura Chloé. Ils l'ont emmenée. Les larmes montèrent aux yeux de Marc, mais il les retint. Pour Chloé, pour Léa, pour la promesse. Cette nuit-là, la maison était trop calme. L'air était lourd, comme si le chagrin s'était installé dans les murs. La brosse à dents de Mézy était toujours dans son support. Ses chaussures étaient près de la porte d'entrée, sa couverture était encore froissée sur le canapé depuis le matin et sentait légèrement la cannelle et la lavande. Marc se tenait dans le couloir, les poings serrés. « J'aurais dû le voir venir », marmonna-t-il. Élise était au téléphone dans la cuisine, demandant des nouvelles à la police. Rien de nouveau, aucun suspect, aucune preuve. Juste une douzaine de « nous te tiendrons informé » en guise de réponse. « C'était juste une enfant », dit Marc. « Elle me faisait confiance. »« Tu n'as pas échoué », lui dit Élise doucement. « J'étais le seul à me mettre entre elle et ceux qui voulaient l'utiliser et je les avais laissés la prendre. Non. » Élise avait dit qu'ils l'avaient prise et qu'ils allaient la récupérer. Le lendemain matin, un colis arriva. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, le cahier de Mézy. La couverture était déchirée. Les pages étaient tachées. Une note autocollante était collée sur la couverture avec une seule phrase. « Elle est plus en sécurité sans toi. » Marc s'assit à la table de la cuisine et le fixa longuement. Puis il tourna la dernière page. Là, de la main tremblante de Mézy, mais indéniablement la sienne, était écrite une seule phrase. « N'abandonne pas. Je continue de chanter. » Sa vision se brouilla. Il s'essuya les yeux, puis se leva. « Prends ton manteau, » dit-il à Élise. « On va au bâtiment Langston. » Le siège social de Langston Arrow, dans le centre-ville, se dressait comme une cathédrale de verre et d'acier. Les agents de sécurité à l'entrée tentèrent de les bloquer, mais Élise fit valoir son rang. « Nous avons des documents juridiques et médicaux directement liés à l'état de santé de Walter Langston. Nous refuser l'accès sans motif valable constitue une obstruction. » 10 minutes plus tard, ils étaient assis dans une salle de conférence privée. Graham Langston entra avec un sourire. 10 minutes plus tard, ils étaient assis dans une salle de conférence privée. Graham Langston entra avec un sourire qui semblait être son armure. Il ne s'assit pas.
Il posa ses 2 mains sur le dossier d'un fauteuil en cuir et regarda Mark comme un homme qui examine un appareil cassé. « Quel spectacle !» dit Graham. « La police chez vous, la fille qui disparaît. On pourrait croire que tu as perdu le contrôle. »« C'est une enfant, » dit Mark, se retenant à grand-peine. « Et tu l'utilises comme moyen de pression. Je protège une entreprise. Un nom, un héritage. L'héritage de Walter ne t'appartient pas. » La mâchoire de Graham se crispa. « Walter est invalide, et toi, monsieur Durand, tu n'es rien. Un homme à tout faire qui se prend pour un noble. » Mark fouilla dans son manteau et en sortit le mémo de vol, celui avec la signature de Graham. Il le fit glisser sur la table. Graham ne broncha pas. « Tu as fouillé, » dit-il doucement. « J'ai trouvé la vérité. Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? Tout ce qu'il faudra, à moins que tu me rendes Léa maintenant. » Le sourire de Graham s'effaça. « Tu te prends pour un héros, Mark. Tu n'es qu'un homme de paille dans une histoire éphémère. Mais j'ai bâti des empires en réduisant au silence des hommes bien meilleurs que toi. Tu ne la réduiras pas au silence. Ce n'est qu'une fille, » dit Graham froidement. « C'est une fille dont la chanson a redonné vie à ton frère. » Graham se pencha en avant. Et c'est ce qui la rend dangereuse. Ils furent escortés hors du bâtiment, sans être arrêtés ni menacés à nouveau. Mais le message était clair, c'était la guerre. Cette nuit-là, Mark ne put dormir. Il s'assit sous le porche, le cahier de Maisie sur les genoux, les doigts traçant la dernière phrase comme une prière. « N'abandonne pas. » Je continue de chanter. Vers minuit, Chloé sortit enveloppée dans une couverture. Elle s'assit à côté de lui, petite et forte. « Tu crois qu'elle a peur ?» demanda Chloé. « Je pense qu'elle est courageuse, » répondit Mark. « Mais oui, je pense qu'elle a peur. » Chloé resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit « Tu as toujours dit qu'être papa, c'était être présent, même quand c'est dur. » Mark la regarda. « Oui, alors sois présent, papa. » Il acquiesça. « Je le serai. » À ce moment-là, quelque chose en lui changea. Ce n'était ni de la rage, ni du désespoir, mais une conviction. Le genre de conviction qui ancre un homme lorsque tout s'écroule autour de lui. Il sortit son téléphone et appela Élise. « Je dois tout dire, dit-il. Toute la vérité, l'accident, la fille, tout. Ce sera dangereux, l'avertit Élise. Pour toi, pour Chloé. Elle a raison, je dois me montrer. » Élise marqua une pause. « Je t'aiderai à rédiger la déclaration, car parfois la seule façon de protéger un enfant est d'arrêter de se cacher et de commencer à parler. » La pluie avait commencé à tomber quelques heures plus tôt. Un rideau de pluie enveloppait la ville d'un manteau gris et froid. Elle tapait comme des doigts sur les pare-brises des voitures qui roulaient le long des trottoirs et coulaient en minces ruisseaux le long de la façade vitrée de la Langston Arrow Tower. Au 27e étage, sur un toit privé, normalement réservé aux réceptions du conseil d'administration et à l'atterrissage des hélicoptères, le ciel était agité comme si quelque chose d'ancien s'était réveillé. Maisie Moreau se tenait près du bord, les poignets liés par des attaches en plastique, les cheveux trempés et collés à son visage. Elle portait le même sweatshirt que lorsqu'elle avait été enlevée, l'ancien sweat à capuche de Chloé avec un autocollant de licorne qui se décollait de la manche. Derrière elle, 2 hommes vêtus de vestes noires se tenaient comme des ombres. Et à 1,5 m, Graham Langston observait la tempête. Il n'était pas armé. Il n'en avait pas besoin. La menace venait de la hauteur, du silence et de son sourire, comme s'il avait toujours le contrôle total. « Tu sais quel est le problème avec les symboles ?» demanda Graham par-dessus le vent. « Ils deviennent trop puissants, trop vite. Les gens commencent à les écouter, à y croire. » Léa ne dit rien. Elle n'avait pas parlé depuis le van, mais elle continuait à fredonner doucement, à peine audible, comme si elle chantait aux nuages eux-mêmes. Mark arriva avec Élise dans le monte-charge. Ils se précipitèrent dans la tempête, essoufflés, trempés et tremblants. Graham se retourna, l'air à peine surpris. « Eh bien, dit-il, j'espérais que vous viendriez. Ça m'évite de faire une autre livraison. »« Laisse-la partir, dit Mark d'une voix basse et menaçante. Bien sûr, après avoir remis le mémo, la seule copie, Monsieur Durand. » Mark ne bougea pas. Il sortit le papier plié de sa veste et le tint au-dessus du vide, au-delà du bord du toit. Un pas vers elle, et je le lâche. Graham plissa les yeux. « Tu ne feras pas ça. Elle a 10 ans, grogna Mark. Et tu la menaces parce que tu es trop lâche pour affronter l'héritage de ton frère. » Le calme de Graham se brisa pendant une seconde. La tempête à l'extérieur reflétait celle qui faisait rage dans ses yeux. « Tu ne sais pas ce qui est en jeu. »« Je sais exactement ce qui est en jeu, » dit Mark. « Sa vie, la sécurité de ma fille, la vérité. » La pluie s'abattait entre eux comme un rideau d'aiguilles. Élise s'approcha lentement de Léa, les mains levées. Les 2 hommes qui bloquaient la fille regardèrent Graham. Il ne dit rien, mais il ne les arrêta pas non plus. Élise atteignit Léa et tomba à genoux, la protégeant de son corps. « Elle va rentrer à la maison », dit-elle doucement en coupant la tache avec un couteau de poche. Léa leva les yeux vers elle, le regard vitreux. « Je chantais », murmura-t-elle. « Même quand ils ne m'écoutaient pas, je sais. » Élise dit « On t'entendait. »
Mark fit un pas vers elle. « Tu as déjà perdu Graham. » L'homme plus âgé ricana. « Quoi? Tu crois qu'une interview dans les médias et quelques articles sur SAP vont changer le destin d'une entreprise? Tu crois que les investisseurs se soucient des lulabibis? » « Non, » répondit Mark. « Mais ils se soucient de la responsabilité. Ils se soucient des dissimulations. Et ils se soucient des hommes comme toi qui détruisent tout ce qui est décent au nom du profit. » Graham s'avança. « Tu as laissé tomber ce mémo et elle tombe avec. » Mark serra plus fort. « Tu veux me faire croire que tu aurais fait du mal à une enfant devant un médecin, un vétéran et 2 caméras de sécurité ?» Graham sourit d'un air sinistre. « Je veux que tu crois que je suis le seul à être prêt à faire ce qui est nécessaire. » Puis il s'approcha trop près et Mark lâcha la note. Elle s'envola dans la pluie comme un oiseau de papier, emporté par le vent. Graham se précipita, mais Élise fut plus rapide. Elle tira Léa en arrière, la protégeant alors que Mark s'avançait. Dans le chaos, Graham glissa. Son pied se prit dans le bord glissant de la grille du toit. Pendant un instant, il vacilla. Puis Mark tendit le bras et l'attrapa par le poignet. La pluie ruisselait sur son bras et trempait ses manches. Leurs regards se croisèrent. « Tu ne vas pas tomber aussi facilement, » dit Mark. Graham le regarda, incrédule. « Tu aurais dû me laisser partir. Je ne suis pas comme toi. » Avec l'aide d'Elisa, Mark le tira en arrière. Graham s'effondra, haletant, non pas de peur, mais parce qu'il réalisait qu'il ne valait pas la peine d'être sauvé à ses propres yeux. Ils le laissèrent là. La police arriva quelques minutes plus tard, appelée par Élise depuis son téléphone, qui avait enregistré tout ce qui s'était passé depuis le moment où ils avaient mis les pieds sur le toit. Graham ne résista pas. Il s'assit contre la balustrade, regardant la ligne d'horizon disparaître dans la brume, son empire s'effondrer. En bas, Léa était assise, enveloppée dans une couverture thermique argentée. Chloé fit irruption dans le hall de l'hôpital quelques minutes plus tard et se jeta dans ses bras. Léa ne dit rien. Elle pleurait juste. Pour la première fois depuis des semaines, elle pleurait sans honte, sans excuse, et sa voix revint non pas en chanson, mais en sanglots. C'était le plus beau son que Mark ait jamais entendu. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, Élise aida Mark à border Léa dans son lit. Elle semblait plus petite, comme si une partie d'elle-même avait été brisée et une autre partie renaissait. Mark s'assit à côté d'elle et écarta une mèche humide de son front. « J'ai cru que je ne te reverrais jamais, » murmura-t-il. « J'avais peur, » dit Léa, la voix rauque à cause du silence. « Moi aussi. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux grands ouverts. « Mais je me suis souvenu de quelque chose. »« Quoi ?» Léa chercha son cahier et le feuilleta jusqu'à la dernière page. Elle désigna la dernière ligne. « N'abandonne pas, je continue de chanter. » Mark sourit. « Je n'oublierai jamais ça. » Léa hésita, puis elle demanda. « Tu restes cette nuit ? Jusqu'à ce que je m'endorme, je resterai, » dit-il sans hésiter. « Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle acquiesça. Avec Chloé blottie sur le sol à côté d'elle et Élise appuyée contre le cadre de la porte, Léa ferma enfin les yeux. Et cette fois, quand elle rêva, le ciel ne s'écroula pas. Il s'ouvrit. Walter Langston est décédé un mercredi matin, juste avant le lever du soleil. C'était calme, paisible. Il n'avait plus jamais repris la parole après l'incident sur le toit, mais Mark aimait croire qu'il avait écouté, que d'une manière ou d'une autre, même dans le silence, il savait que sa promesse avait été tenue, que la fille dont la voix avait bouleversé son âme était en sécurité. C'est Élise qui a appelé Mark pour lui annoncer la nouvelle. « Il est parti », dit-elle doucement. Il s'est éteint alors que la pluie tombait encore sur les fenêtres. Mark ferma les yeux. Pour un homme qui avait autrefois possédé le ciel, le dernier voyage de Walter fut simple. Mais les répercussions de son départ allaient s'étendre bien au-delà des nuages. La lecture du testament eut lieu dans une petite salle de conférence au 13e étage de Langston Harrow. Ironique, pensa Mark, car Walter n'avait jamais été superstitieux. Une femme en tailleur gris se présenta comme Éléonore Valois, l'avocate de la famille depuis plus de 20 ans. Elle parlait avec une diction claire et une douce autorité, comme quelqu'un qui avait vu des fortunes se faire et se défaire et savait comment porter le chagrin dans une mallette. La succession de Walter était immense. Biens immobiliers, actions, brevets, participations, fondations. La plupart avaient déjà été réglés et placés en fiducie bien avant son hospitalisation. Mais la surprise venait de la dernière clause. À Maisie Moreau, l'enfant qui m'a rappelé que la lumière peut toujours trouver un chemin à travers les portes fermées. Je lègue 40% des parts de la fondation Langston Harrow qui seront conservées en fiducie jusqu'à son 25e anniversaire. Dans l'intervalle, la fondation sera gérée par M. Marc Durand et le Dr Élise Marlowe, qui ont fait preuve de l'intégrité sur laquelle ce nom a été bâti. Un silence stupéfait envahit la pièce. Le siège de Graham Langston était vide. Il attendait toujours son procès sans caution pour détention illégale, obstruction à la justice et complot en vue de falsifier des dossiers de sécurité.
Mais même s'il avait été libre, il n'aurait pas eu une seule page à arracher de l'histoire de Walter. Le dernier chapitre était déjà écrit. De retour à la maison, Mark était assis sur la balancelle avec Léa à ses côtés. Elle portait une nouvelle paire de chaussures, la première qu'elle ait jamais choisie elle-même, et une robe bleu ciel avec de petites étoiles brodées à l'ourlet. Le cahier reposait sur ses genoux, fermé. Elle n'y avait pas écrit depuis le toit. « Comment tu te sens ?» lui demanda-t-il. Léa haussa les épaules. « Un peu grande, dit-elle en baissant les yeux vers ses mains. Comme si le monde attendait de moi que je sois quelque chose que je ne suis pas encore prête à être. Mark acquiesça lentement. « Voilà ce que je pense, dit-il. Tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit aujourd'hui ou demain. Tu dois juste être toi-même. » Léa leva les yeux vers lui. « C'est suffisant ?» Il sourit. « C'est tout ce qui compte. » Elle appuya sa tête contre son épaule. Le porche grinça doucement sous leurs pieds. Quelque part à l'intérieur, Chloé s'entraînait au piano. Une des chansons que Léa fredonnait dans son sommeil. La vie revenait doucement. Pas bruyamment, pas rapidement. Mais sûrement, plus tard dans la semaine, le changement de nom officiel de la fondation fut annoncé. Sky Song Initiative, une nouvelle division sous la direction de Langston Arrow, dédiée à la musicothérapie, au programme d'aviation pour les jeunes et aux ressources pour aider les enfants placés en famille d'accueil à se remettre de traumatismes. Le nom de Maisie n'était pas utilisé publiquement, mais ceux qui comptaient le connaissaient. Et ceux qui ne le connaissaient pas entendaient simplement la musique. Le nom de Maisie n'a pas été rendu public, mais ceux qui comptaient étaient au courant. Et ceux qui ne le savaient pas, ils entendaient juste la musique. La presse a bien sûr frappé à la porte. Ils voulaient des interviews exclusives, des récits dramatiques, l'histoire de la fille qui avait chanté pour ramener un milliardaire à la vie. Léa a tout refusé, mais elle a accepté une seule chose, une visite à l'hôpital pour enfants de Springfield. Elle n'a pas chanté, pas au début. Elle a juste écouté, s'est assise à côté des lits, a distribué des cahiers, a parlé aux enfants des étoiles sur son plafond et du goût de vanille des nuages. Mais avant de partir, un enfant, un petit garçon fragile avec une canule nasale, lui a demandé si elle se souvenait de la chanson qui avait réveillé l'homme. Léa a hésité. Puis doucement, sans instrument ni micro, elle s'est mise à chanter. Somewhere Over the Rainbow, Mark observait depuis le couloir, et pendant un instant, il a eu l'impression que le monde entier retenait son souffle. De retour à la maison, Élise prépara le dîner. Chloé mit la table avec des serviettes dépareillées et trop de fourchettes. Léa dessina une fresque à la craie dans le patio arrière, une fille faisant voler un avion en papier vers une lune brillante, et Mark. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et les regardait tous. Pas seulement des survivants, mais des bâtisseurs, des tisserands d'un nouvel avenir. Plus tard, alors que le ciel passait du doré au lavande, Léa et Chloé se blottirent sur le canapé, partageant une couverture et un bol de pop-corn. Mark sortit. Élise le rejoignit, les mains autour d'une tasse de thé. « Elles ont l'air bien ce soir, dit-elle. »« Oui, répondit Mark. Moi aussi. » Élise le regarda. « Tu crois vraiment qu'on peut y arriver ? Élever 2 filles, diriger une fondation, survivre au déjeuner à l'école primaire. » Elle rit. Tout ça. Mark leva les yeux vers le ciel. « Il y a un temps où je pensais que je n'avais plus rien. Tu penses vraiment qu'on peut y arriver ? Élever 2 filles, diriger une fondation, survivre aux déjeuners à l'école primaire. » Elle rit. De tout ça. Mark leva les yeux vers le ciel. « Il fut un temps où je pensais que je n'avais plus rien. Aucun but, aucune chance, aucune voie. » Il se tourna vers elle. Mais ensuite, une petite fille a chanté dans le couloir d'un hôpital et tout a changé. Le bail a été signé. Elle t'a sauvé. Mark sourit. Non, elle m'a rappelé que je n'étais pas mort. À l'intérieur, Léa riait. Un son plein, chaleureux et plein de vie. Et quelque part, Mark pensait que Walter Langston était enfin en paix. 3 ans plus tard, la piste du Skyong Aviation and Art Center scintillait sous le soleil du Missouri. Elle n'était pas grande, juste une bande de tarmac bordée de hautes herbes et de fleurs sauvages, mais elle suffisait pour faire décoller les rêves. Suffisante pour le biplan d'entraînement qui roulait maintenant lentement vers sa position de décollage, ses ailes blanches ornées d'un dessin d'enfant représentant des nuages et des étoiles. Dans le cockpit était assise Léa Moreau, âgée maintenant de 15 ans. Elle portait un casque, un uniforme bleu de Langston Aeroflight adapté à sa petite silhouette et un bracelet que Chloé avait fabriqué avec du fil de piano et des perles. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle réglait la manette des gaz. Depuis le sol, Mark Durand l'observait derrière ses lunettes de soleil, le cœur battant à tout rompre. Il avait les bras croisés, mais ses épaules étaient tendues, non pas par peur, mais par admiration. Il la revoyait encore telle qu'elle était lors de cette première nuit, trempée, silencieuse, perdue. Aujourd'hui, elle copilotait un avion avec le calme de quelqu'un qui sait ce que signifie tomber et choisir de se relever malgré tout. À côté de lui, Chloé se tenait sur la pointe des pieds, jumelles à la main.
Elle ressemble à une super-héroïne, dit Chloé. Elle l'est, répondit Mark. Skysong avait commencé modestement. Une idée griffonnée sur une serviette en papier lors d'une conversation tardive entre Mark et Élise à la table de la cuisine. Mais la dotation de Walter, associée à la planification d'Élise et à l'éthique de travail infatigable de Mark, l'avait transformée en quelque chose de réel. Ils ont construit plus qu'une école. Ils ont construit un foyer pour les enfants perdus afin qu'ils redécouvrent leur voix. Dans une aile, les enfants apprenaient à voler. Dans une autre, ils apprenaient à chanter. Et dans chaque couloir, l'histoire de Maisie vivait non pas comme une légende, mais comme un rappel que la musique et l'espoir pouvaient se rencontrer dans les endroits les plus inattendus. Après son vol, Léa a posé l'avion en douceur, l'a guidé jusqu'au hangar et a sauté de l'échelle, les joues rouges et un sourire qui a fait fondre Mark. « Je ne me suis pas écrasée », a-t-elle dit à bout de souffle. « Tu as volé », a dit Mark en la serrant dans ses bras. Élise s'est approchée avec un bloc-notes, feignant la sévérité. « Ton instructeur dit que tu étais à 5 degrés de déviation lors de l'approche finale. » Léa cligna des yeux. « Je vais corriger ça. » Élise sourit. « Tu l'as déjà fait. » Chloé a couru et sauta sur le dos de Maisie, manquant de la renverser. « La prochaine fois que je volerai avec toi, Léa rit. Tu seras ma copilote quand on fera ce spectacle à l'international. » Ils ont tous ri, mais ils y croyaient aussi, car ici, rien ne semblait plus impossible. Ce soir-là, Mark se tenait seul au bord de la piste. L'herbe ondulait doucement. Le ciel passait d'un or pâle à un bleu profond qui promettait des étoiles. Les lumières du hangar derrière lui brillaient d'une lueur chaleureuse. Il n'était plus l'homme renfermé qui colmatait les fuites et se cachait dans son chagrin. Il était le codirecteur de quelque chose de plus grand que lui. Il était le père de 2 filles, l'une née de son sang, l'autre née de son choix. Et il avait tenu sa promesse. Il sortit une feuille de papier pliée de sa poche arrière. Les bords étaient usés, et l'encre décolorée. « N'abandonne pas. Je continue de chanter. » Il suivit les mots avec son pouce. Il n'avait pas abandonné. Et Léa, elle n'avait pas seulement continué à chanter. Elle avait appris aux autres à commencer. Plus tard dans la soirée, après le dîner, la vaisselle et l'histoire bruyante racontée à Chloé avant de la coucher, Mark entra dans la salle de musique. Léa était assise au piano, la lumière d'une seule lampe projetant des ombres douces sur son visage. Elle avait vieilli, elle était plus grande, plus posée, mais toujours Maisie. Toujours cette fille pleine de feu et de mélodie. Elle écrivait quelque chose des notes sur une feuille de papier à musique, des paroles dans la marge. « Sur quoi tu travailles ?» demanda Mark. Elle leva les yeux. « Une chanson pour Walter. » Il hocha la tête. « Tu veux la jouer ?»« Pas encore. Elle n'est pas finie. »« Lui non plus, » dit Mark doucement. « Mais il nous a quand même tout donné. » Léa sourit. Puis elle ferma le cahier. « J'ai réfléchi, dit-elle, à ma vraie histoire. Pas la version des tabloïds, pas le conte de fées, la vérité. » Mark s'assit à côté d'elle. « Et quelle est la vérité ?» Léa réfléchit longtemps. « Que j'étais perdue. Et puis j'ai été retrouvée. Pas par l'argent ou par un miracle, mais par un homme qui est apparu et qui n'est pas parti. » Mark eut la gorge serrée. « Tu m'as donné plus qu'un foyer, » ajouta-t-elle. « Tu m'as rendu ma voix. » Il se pencha vers elle et lui prit la main. « Non, petite, » dit-il doucement. « C'est toi qui nous l'as rendue. » Dehors, le vent agitait les arbres. La musique de Chloé flottait dans le couloir. Et dans cette maison, une maison construite sur la promesse et la persévérance, le silence n'était pas vide. Il était plein. Quelques mois plus tard, Léa se tenait sur scène lors de la inauguration d'un nouveau campus Skysong à Lyon. Le public était resté peu nombreux. Les partenaires fondateurs, d'anciens enfants placés en famille d'accueil, des musicothérapeutes, des instructeurs et quelques journalistes qui avaient promis de ne pas déformer l'histoire pour faire du clic. Léa s'est avancée vers le micro. Elle était calme, les pieds sur terre. Elle leur a raconté sa première nuit à l'hôpital, la pluie, le couloir, cet homme qu'elle ne connaissait pas, agenouillé à côté d'elle, lui demandant où étaient ses parents. Elle leur a parlé d'un murmure dans le noir. « Protégez-la, promettez-moi ». Et comment cette promesse était devenue le fondement sur lequel il se trouvait aujourd'hui. Puis elle s'est assise au piano et a joué la chanson qu'elle avait écrite pour Walter Langston. Ce n'était pas parfait, mais c'était pur. Et sur la dernière note, elle a regardé le public, vers Marcis et Chloé assises au premier rang. Et elle a souri. Parce que parfois, quand le ciel s'écroule, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. L'automne arriva doucement dans le Missouri. Les arbres à la lisière du campus de Skyong passèrent du vert au doré puis au rouge feu, et l'air prit cette fraîcheur qui rendait chaque respiration comme un nouveau départ. Un dimanche après-midi tranquille, Mark Durand se retrouva à marcher sur le chemin bordé d'arbres derrière le bâtiment principal. Les feuilles tombaient paresseusement et formaient de petits tas le long du gravier qui craquait doucement sous ses bottes. Il tenait dans ses mains une petite boîte en bois clair,
usées et lisses sur les bords. À l'intérieur, rien de valeur financière, mais tout ce qui comptait. Des photos, des dessins, un badge d'hôpital défraîchi, un morceau de papier arraché d'un cahier avec 7 mots écrits en cursive soignée. « N'abandonne pas, je chante toujours ». Il l'emmenait dans un endroit spécial. Le jardin des souvenirs de Chansons du ciel se trouvait derrière l'aile de la musique où la lumière du soleil filtrait à travers les carillons éoliens et où le chant des oiseaux ne semblait jamais loin. Un cercle de bancs en pierre entourait une sculpture représentant un enfant tenant un avion en papier dont les ailes avaient la forme de notes de musique. À la base de la statue, une plaque en bronze indiquait « En l'honneur des voix qui ont refusé d'être réduites au silence, érigée par Léa Moreau, Chloé Durand et l'homme qui a tenu sa promesse ». Marc sourit en s'agenouillant et en plaçant la boîte sous la sculpture, la glissant dans le creux prévu pour les souvenirs. Il n'enterraine pas de capsule temporelle ici. Il les offrait pour que chaque enfant qui s'asseyait là sache qu'il ne partait pas de rien. Il se tenait sur les épaules de ceux qui l'avaient précédé. Il s'assit sur le banc, ferma les yeux et écouta. Plus tard dans la soirée, la maison était en effervescence. Chloé courait dans le couloir avec un panneau pour un projet scolaire qu'elle avait presque oublié. Élise était dans la cuisine en train de faire sauter quelque chose qui sentait le beurre d'automne à la pomme et à la cannelle. Léa était à l'étage en train de faire ses valises pour sa première tournée de sensibilisation. Lyon, Toulouse, Strasbourg. Elle animait le premier atelier itinérant de chansons, apportant l'écriture et la récitation de chansons dans des foyers pour jeunes et des maisons d'accueil. Elle avait 15 ans, mais se comportait comme quelqu'un qui avait vu à la fois les couloirs les plus sombres et les levers de soleil les plus lumineux. Marc est entré juste au moment où elle descendait les escaliers, un sac en bandoulière. « T'es sûre d'être prête pour ça ?» a-t-il demandé. Léa a haussé un sourcil. « Tu me demandes ça maintenant ?» a-t-il dit en riant. « Je peux pas m'en empêcher. C'est le réflexe du père. » Maisie a traversé la pièce, s'est plantée devant lui et a souri. « Je vais pas y aller toute seule. Tu viens avec moi. Toi et Chloé. Tu crois que je vais faire ça sans mon copilote ?» a demandé Marc, la gorge serrée. Elle lui a tendu un cordon. « Skyong Tour, guide et chef d'équipe. Tu viens avec moi, toi et Chloé. Tu crois que je vais faire ça sans ma copilote ?» Marc sentit sa gorge se serrer. Elle lui tendit un cordon. « Mentor, Skyong Tour et chef d'équipe. » Il rit. « Mentor, hein ?» Léa sourit. « C'est toi qui m'as appris à tenir le micro et à faire face au vent. » Ils partirent à l'aube le lendemain matin. 3 sacs à dos, une guitare, une glacière remplie de snacks et des kilomètres de route devant eux. Chloé se blottit sur la banquette arrière avec ses écouteurs et regardait les nuages défiler. Léa était assise sur le siège passager, son cahier ouvert, écrivant pendant qu'il roulait. Marc jeta un coup d'œil et demanda « Sur quoi travailles-tu » Léa leva les yeux, pensive. « Une nouvelle chanson » répondit-elle. « Mais c'est un peu bizarre. En quoi ?» Elle ne commence pas par de la musique, elle commence par une promesse. Marc hocha la tête, les yeux de nouveau rivés sur la route. « Ça me semble normal. » Ils arrivèrent à Lyon en fin d'après-midi, s'enregistrèrent dans un modeste motel et se promenèrent sur le campus où se tiendrait le premier atelier. Ce soir-là, Léa se tenait dans le petit auditorium où 25 enfants étaient assis sur des chaises pliantes, les yeux méfiants et les murs hauts. Elle ne parla pas beaucoup au début. Elle sortit simplement son cahier de son sac et le posa sur le piano. Puis elle dit « Avant, je pensais que les histoires étaient quelque chose que les gens racontaient, mais ensuite j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé que je pouvais écrire les miennes. » Elle fit une pause et commença à chanter. Elle s'assit et se mit à jouer. Et la chanson qu'elle chanta n'avait pas de titre, juste des couplets, comme des pages arrachées à une vie autrefois cachée, autrefois effrayée. Des nuits sans lit, des voix qui lui disaient qu'elle n'était pas à sa place, des premières fois où quelqu'un restait. Et alors que sa voix remplissait la pièce, un garçon, peut-être 10 ou 12 ans, s'est mis à pleurer doucement. Il ne sanglotait pas. Il laissait simplement s'échapper une douleur qu'il ne savait pas comment libérer. Léa n'a pas arrêté. Elle a chanté pour lui, avec lui. Et quelque part entre le premier couplet et la dernière note, quelque chose a changé. Une histoire était en train d'être réécrite. Pas seulement la sienne, la leur. Après la séance, Marc s'est assis dehors sur un banc pendant que Léa rencontrait les élèves. Chloé jouait à la marelle sur le béton peint près de l'arrêt de bus. Élise l'a appelée. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. Marc a levé les yeux vers le ciel, d'un bleu profond, tout comme la nuit où il avait suivi pour la première fois une chanson dans le couloir d'un hôpital. « Elle est en train de changer le monde », a-t-il dit. Élise est restée silencieuse un instant. « Toi aussi ?» Il a souri, mais n'a rien dit. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être comprises. Plus tard dans la nuit, après que les filles se soient endormies, Marc s'est assis près de la fenêtre du motel. Le vieux cahier de Maisie entre les mains. Il a ouvert à la toute première page.
L'écriture était tremblante, écrite en lettres majuscules. « Si tu lis ceci, je suis toujours là. » Il ferma la couverture, posa le cahier à côté de lui et regarda les étoiles. Quelque part, un enfant se réveillerait demain et chanterait à nouveau. Et ailleurs, un autre écrirait sa première phrase. Et quelque part, au milieu de tout ça, un père célibataire qui pensait autrefois que son histoire était terminée, murmurerait dans la nuit « Je t'entends, je t'écoute toujours. » On aimerait savoir. Où dans le monde regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. On est en train de construire une belle communauté mondiale de personnes qui croient en la gentillesse, la guérison et la force tranquille de l'amour. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, pense à t'abonner à notre chaîne. Ton soutien est super important et nous aide à continuer à partager des histoires sincères qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour changer une vie, même la tienne. Merci de passer du temps avec nous. Du fond du cœur, merci de nous regarder et merci de continuer à croire en Dieu.